Donc là, on est clairement sur un tuto qui devrait être payant. Et oui. Hello à tous, alors dans cette formation complète, on va créer une DApp de airdrop de jetons ERC20. Donc on va utiliser vraiment les outils à la mode en ce moment, donc Wiem V2, Wagmi V2, RainbowKit V2. Et puisqu'on a une notion d'airdrop, à un moment on va devoir stocker des whitelistés qui vont pouvoir recevoir les jetons ERC20. Est-ce qu'on va utiliser des mappings ? Non. Est-ce qu'on va utiliser des arbres de Merkle ? Oui. Et d'ailleurs, cette formation va vraiment vous apprendre à manier les arbres de Merkle, à jouer avec et à faire des économies drastiques en frais de gaz. C'est parti. Du coup, ici, on va commencer par le back-end. Et au niveau du back-end, on va déjà se demander pourquoi on va utiliser ici des arbres de Merkle. En fait, on va venir whitelister les adresses qui pourront recevoir des airdrops. Donc si vous êtes whitelisté, vous pourrez recevoir des airdrops, un airdrop. Mais si vous n'êtes pas whitelisté, vous ne pourrez pas recevoir l'airdrop. Donc une des manières de faire, la première manière, ce serait de passer par exemple par un mapping d'adresse vers un booléen, bool. Et puis ici, on pourrait mettre is whitelisted. Allez. Et ensuite, par exemple, on aurait une fonction add to whitelist. On mettrait en paramètre ici de cette fonction user address. Bien entendu, ici, on serait en only owner pour que cette fonction soit juste déclenchée par le propriétaire du contrat intelligent. Alors ici, on ferait du coup un is whitelisted de user address est égal à true. Donc ça, c'est une manière de faire. Le problème, c'est que ça va consommer énormément de gaz. Donc globalement, avec les frais de gaz actuels, je pense que ça va coûter par adresse 2 à 3 euros. Ok. Donc le problème, c'est que si on met 10 000 adresses, ça va nous coûter de 20 000 à 30 000 euros, ce qui est absolument énorme. Donc une autre manière ici, c'est vraiment de passer par ce que l'on appelle les arbres de Merkle. Et les arbres de Merkle, je vais vraiment vous expliquer le concept dans un instant, mais on va venir vraiment placer dans un arbre toutes les adresses whitelistées, et on va juste venir ici mettre dans le contrat ce qu'on appelle la racine de l'arbre de Merkle. Donc en fait, que l'on ait 10, 1000, 100, 1 million, 1 milliard d'adresses, ça va nous coûter toujours le même montant, environ 3-4 euros. D'accord? Donc ça, c'est vraiment cool. Donc en tout et pour tout, même si on a 1 million d'adresses whitelistées, ça va nous coûter par exemple 3-4 euros, alors que si on passait par les mappings, ça nous coûterait 3-4 millions d'euros, ce qui serait vraiment beaucoup plus. D'accord? Donc ici, au niveau des arbres de Merkle, il faut comprendre qu'on va venir former un arbre à partir des adresses des personnes qui sont whitelistées. Donc L1 serait par exemple une adresse, L2 serait une autre adresse, L3 une autre adresse et L4 encore une autre adresse. Donc à partir de ces différentes données, pour chaque donnée, on va venir former ce que l'on appelle, on va venir former une feuille. Donc L1, on va convertir L1 en feuille. Et comment on convertit L1 en feuille? En hachant L1, par exemple, avec un algorithme de hachage comme Kesak 256. À partir de là, avec un script JavaScript fourni par OpenZeppelin, on va très facilement, à partir des différentes données, former l'arbre tout entier. Et surtout, on va venir récupérer la racine de l'arbre de Merkle qui va en fait représenter toutes les adresses qui sont whitelistées et on va venir placer vraiment cette racine dans le contrat intelligent. À partir de là, on va très simplement ensuite pouvoir vérifier qu'une adresse appartient à un arbre de Merkle défini par sa racine. Alors pour le moment, c'est peut-être un peu complexe, mais à la fin de ce tutoriel, ça sera beaucoup plus clair pour vous, vous allez voir. Donc, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple airdrop ERC20, et je vais venir ici ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code. Alors oui, en effet, pour suivre ici cette formation, vous aurez besoin de VS Code. Donc n'hésitez pas à télécharger ici cet outil, mais vous aurez aussi besoin ici de Node.js version LTS. Donc actuellement, on est en version LTS 20.11.1. Si la version est ici un peu supérieure à l'avenir, c'est pas grave.
tant que c'est la version LTS, ça fonctionnera toujours. Donc voilà, n'hésitez pas ici à télécharger et à installer ces deux outils. Ils sont vraiment très simples d'installation, vous cliquez constamment sur suivant. Donc ensuite, vous allez vraiment ouvrir ce dossier ici avec VS Code. Donc soit vous ouvrez directement avec un clic droit ici, Open with Code. Donc soit vous lancez VS Code et vous faites un file, Open Folder. Et puis là, vous allez à l'endroit où est votre dossier AirDrop ERC20. Et puis, on va ici l'ouvrir. On va aussi tout de suite lancer le terminal. Ensuite, vous allez aussi installer Yarn, parce que j'utilise vraiment beaucoup Yarn de mon côté. Donc c'est vraiment très simple pour l'installation. Vous irez dans le terminal. Donc par exemple sur VS Code, vous lancez le terminal et vous lancez ici cette commande-là. Donc n'hésitez pas ensuite peut-être à relancer VS Code, c'est tout à fait une possibilité pour que les modifications ici soient prises en compte. Donc à partir de là, je vais lancer VS Code et je vais ici faire un file Open Folder et vraiment ouvrir le dossier que j'ai créé avant sur mon bureau. Ok, super. Donc à partir de là, je vais créer là-dedans, dans ce dossier, un dossier back-end et un dossier front-end. Alors attention, c'est vraiment des dossiers les uns à côté des autres. Mettez pas le front dans le back. Ok, on a vraiment le back-end à côté du front-end. Donc ici, je vais aller au niveau de mon terminal dans back-end. Et ici, je vais faire un yarn add --dev ardat. Donc ça va vraiment m'installer toutes les dépendances, toutes les librairies pour faire fonctionner Ardat. Une fois que c'est installé, je vais faire un yarn ardat init et ça va vraiment venir m'initialiser un projet Ardat. Alors là, on va sélectionner TypeScript. Ensuite, on appuie sur Entrée, Nouveau sur Entrée et Nouveau sur Entrée. Super, et à partir de là, on va venir installer les contrats de OpenZeppelin directement dans notre projet. Donc on va faire un yarn add @openzeppelin/contracts. Donc les contrats de OpenZeppelin vont nous permettre ici vraiment d'avoir des contrats dont on va s'inspirer, des contrats audités, sécurisés et éprouvés. Donc au niveau des contrats de OpenZeppelin, on va aller sur la documentation, Contracts. Et puis là, on va par exemple utiliser le contrat Merkle-Proof qui va nous permettre justement de manier les arbres de Merkle directement en Solidity. Et à partir de là, je vais aller ici dans mon dossier backend et je vais renommer le contrat lock.sol en bbk is erc20.sol. Donc on va créer un jeton ERC20 déjà, et ensuite on va permettre on va permettre aux utilisateurs de recevoir des jetons s'ils sont whitelistés, et on va gérer les whitelistés avec des arbres de Merkle ici. Donc on va mettre MIT, on va mettre une version fixe de Solidity. Et puis ici, on va déjà faire tout ce qui est import, donc import @openzeppelin/contracts/token. Et là, je vais importer un ERC20, ce qui va me permettre très simplement de créer ici un jeton ERC20. Après, je vais importer ici la librairie OpenZeppelin, la librairie vraiment de Access ownable.sol, qui va me permettre ici d'avoir un propriétaire au contrat intelligent. Ensuite, on va venir importer ici /contracts /utils /cryptographie /merkleproof.sol. Donc là, je vais vraiment importer la librairie qui me permet de gérer les arbres de Merkle directement en Solidity. Là, je fais un contract, je crée mon contrat que je vais appeler bbk is erc20. Il va hériter de ERC20, comme ça je vais vraiment pouvoir ici récupérer toutes les fonctions de l'ERC20 et aussi de ownable, ce qui me permettra d'avoir un propriétaire au contrat intelligent. Et ce que l'on peut faire déjà, c'est par exemple un yarn ardat compile
pour venir ici compiler le contrat intelligent. Et on voit qu'on a besoin en effet d'un constructeur, donc on va venir déjà placer des informations en plus. Donc ici, je vais avoir besoin de stocker vraiment tous mes whitelistés. Mes whitelistés, ils sont définis par la racine de l'arbre de Merkle. Et cette racine, elle est de type bytes32. Donc public, Merkle root. Ensuite, je vais dire que quand les utilisateurs ici, ils vont vouloir recevoir un airdrop de mes tokens, ça va correspondre à 2 fois 10 puissance 18 tokens. Donc ils vont recevoir 2 tokens avec 18 décimales. Donc là, je vais mettre le montant qu'ils vont recevoir, ça va être une constante, mint amount. Et là, je pourrais mettre 2 fois 10 puissance 18, ou je peux mettre plus simplement 2 Ethers. Ça correspond à 2 fois 10 puissance 18. Et ensuite, si les gens reçoivent leur airdrop, ils ne pourront plus en recevoir par la suite. Donc il faut avoir un mapping ici pour se souvenir qu'une certaine adresse ici a minté, as minted, a reçu en fait son airdrop ou pas. Et à partir de là, je peux créer mon constructeur. Alors dans la nouvelle version de Ownable de OpenZeppelin, on passe directement vraiment dans le constructeur, le owner initial, le propriétaire initial du smart contract. Et on va aussi venir lui passer dans ce constructeur la racine de l'arbre de Merkle. Merkle root. C'est aussi un contrat ERC20 avec pour nom Ben BK token et pour symbole, par exemple BBK. On met bien sûr la librairie Ownable et on dit que ici, vraiment, le propriétaire de base vraiment du contrat intelligent, ça sera ici initial owner. Et ensuite, tout ce que l'on a à faire ici, c'est venir dire que Merkle root est égal à Merkle root. Donc, la racine de l'arbre de Merkle, qui est vraiment ici dans mon contrat, sera égale à la racine de Merkle que je passe dans le constructeur, donc quand je vais déployer mon contrat intelligent. Et maintenant, si vous voulez, on peut recompiler le contrat intelligent pour voir si ça fonctionne, et on voit en effet que ça fonctionne bien. Donc maintenant, on va faire 2 petites fonctions. Alors, on va bien entendu mettre les natspec, les beaux commentaires. Voilà. Et là, on aura une première fonction qui va nous permettre de changer la racine de l'arbre de Merkle. Change the Merkle root. Pourquoi on a besoin d'une fonction ? La racine de l'arbre de Merkle, ça représente les whitelistés. Donc si je change la racine de l'arbre de Merkle, quelque part, ça me permet de changer les whitelistés. Donc de rajouter, de modifier ou de supprimer des whitelistés. Donc ici, on aura un paramètre dans cette fonction, ce sera Merkle root, et c'est la nouvelle racine de l'arbre de Merkle. Cette fonction va s'appeler setMerkleRoot, bytes32 Merkle root, external onlyOwner. Donc juste le propriétaire du contrat intelligent va pouvoir ici changer les whitelistés. Et là, on met la racine de l'arbre de Merkle dans le contrat est égale à la nouvelle racine de l'arbre de Merkle que je passe directement en argument de la fonction. Ensuite, on va ici faire la fonction, qui est la fonction la plus complexe, qui me permet de vérifier ici qu'une adresse est whitelistée ou pas. Notice, check if an address is whitelisted or not. Là, je mets param et on va vérifier qu'une certaine adresse est whitelistée ou pas. Et là, on va avoir quelque chose d'autre, param proof, the Merkle proof. Donc c'est quoi une preuve Vraiment une preuve dans le cadre d'un arbre de Merkle, c'est une preuve, une proof au niveau de l'arbre, c'est un ensemble de nœuds, ou plutôt d'informations qui permettent de vérifier qu'un élément spécifique fait partie de l'ensemble de données représentées
par l'arbre de Merkle sans nécessiter en fait la totalité de l'arbre. Donc, ça va nous permettre de vérifier simplement qu'une adresse fait partie des whitelistés sans avoir forcément toutes les informations de l'arbre. D'accord? Et là, on va dire que cette fonction va retourner un booléen, retourne true if the address is whitelisted et false otherwise. Et faux sinon. À partir de là, je peux faire ma fonction is whitelisted, address account, bytes 32. Alors c'est un tableau de bytes, hein, call data proof. Donc la proof, c'est vraiment un tableau de bytes 32. Alors pour le moment, hein, si c'est un peu flou, c'est pas grave. Quand on fera les tests, hein, ça nous permettra de mieux comprendre un peu ce qu'il se passe ici derrière ces concepts. Hein. Donc vous inquiétez pas, si vous comprenez pas tout pour le moment, c'est vraiment pas dramatique. Et en fait, c'est plutôt normal. View returns bool. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est transformer notre compte hein, qu'on veut vérifier. On veut vérifier si le compte ici, il fait partie de l'arbre de Merkle. Déjà, il faut transformer cet account en feuille. Donc, pour transformer cet account en feuille, on va faire bytes 32 leaf. On va venir hacher ici cette feuille. Et puisqu'on utilise vraiment la librairie hein, JavaScript Merkle Tree de OpenZeppelin, en fait, c'est un double hash qu'ils viennent appliquer ici sur le count. Donc, on fait un ksac de 256, de abi.encode, de ksac 256. Alors attention, encode, voilà, de ksac 256, de abi.encode, ici de le count. Ok, et ensuite, on a ici, si je dis pas de bêtises, 4 parenthèses fermantes. Voilà. Et à partir de là, on peut utiliser ici, dans le contrat Merkle Proof de OpenZeppelin, la fonction verify, qui permet ici de vérifier en fonction d'une preuve que ici, on a vraiment une feuille qui fait partie d'un arbre de Merkle hein, défini hein, vraiment par sa racine. Voilà. Alors là, ça peut sembler un peu complexe, mais en fait, vous verrez à la fin de ce tutoriel, ça sera beaucoup plus clair et vous comprendrez beaucoup mieux ici ce bout de code. Et à partir de là, ce que l'on va faire, c'est vraiment la fonctionnalité ici d'airdrop. Hein, donc ça sera une fonctionnalité de mint. Et on va faire un arrobase notice allows a whitelisted user to mint tokens. Donc là, il va pouvoir hein, recevoir un airdrop. On va avoir un premier paramètre, to the token receiver, hein, l'adresse qui va réceptionner ici le airdrop. Et ensuite, on va devoir aussi passer la proof là-dedans, hein, the Merkle proof. Donc ici, cette fonctionnalité de mint va prendre en argument l'adresse qui va réceptionner le airdrop, la preuve, bytes 32 call data proof, external, et là, on va déjà checker hein, si l'utilisateur est whitelisté ou pas. Si ici, la personne qui appelle la fonction est whitelistée, alors tant mieux. Et sinon, on dira not whitelisted. Ensuite, on va regarder si l'utilisateur ici n'a pas déjà reçu son airdrop. Donc si au niveau du mapping ici, pour cet utilisateur qui appelle la fonction, ici c'est bien false. D'accord? Donc là, as minted de message.sender, tokens already minted. À partir de là, quand l'utilisateur va vraiment recevoir son airdrop, on va faire un as minted message.sender est égal à true. Et bien entendu, on va venir ici minter hein, ces tokens, mint amount, hein, donc l'équivalent hein, de 2 Ethers, 2 tokens, hein, de 2 fois 10 puissance 18 tokens BBK ici, hein, dans mon cas. Donc là, on a un code qui est bon. Ok, on n'oublie pas de mettre le as minted avant de minter. Hein. De toute façon, si ça reverte, il y a tout qui reverte. Les transactions étant atomiques, hein, vraiment au niveau de la blockchain Solidity, soit elles se font pas du tout,
soit elles se font jusqu'au bout, donc ça pose aucun souci à ce niveau-là. On va venir ici essayer de compiler notre contrat intelligent. Alors, on voit qu'on a une petite erreur. Alors, voilà, hein, l'erreur c'est ici, c'est abi.encode. Voilà. On va essayer nouveau de compiler et ça fonctionne et on va pouvoir passer ici au test. Donc ici pour les tests, on aura déjà besoin de préciser les adresses qui seront whitelistées. Donc pour cela, dans Backend ici, je vais créer un nouveau dossier utils et là-dedans, je vais créer un nouveau fichier whitelisted.ts. Et là-dedans, on va venir placer des adresses whitelistées, whitelisted, ça va être de type tableau, de string. Et là, on va avoir à chaque fois en fait vraiment les adresses whitelistées. Donc là, je vais en mettre deux par exemple, deux adresses qui sont directement au niveau de la blockchain de Hardhat, la blockchain de test de Hardhat. Donc je vais faire un yarn Hardhat node pour lancer la blockchain locale ici. Et regardez, j'ai pas mal de comptes de test et on va venir mettre par exemple les deux premières adresses ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des comptes de test qui sont fournis directement avec Hardhat. Je vais pouvoir ici fermer ce fichier, j'en ai plus besoin. Et je vais aussi cliquer sur CTRL-C ici pour arrêter la blockchain locale. Je vais faire un petit clear pour vraiment clearer ici la console. À partir de là, je vais pouvoir créer mes tests. Donc, au niveau de mes tests, je vais renommer ici ce fichier en bbk.is.erc20.test.ts. Et là, allez, je vais tout enlever, sauf peut-être ça. Donc, on va garder le load fixture ici. Expect, on va aussi importer assert de chai, j'utilise vraiment un mélange des deux. Et on va aussi importer Hardhat ici, et on va enlever tout le reste. En fait, c'est bien simple. Donc pour le moment, on aura vraiment quelque chose comme ça. Ok ? Donc, on va venir déjà importer les différents types. Donc, il faut mettre ici le type au niveau de mon contrat intelligent. Donc, le type au niveau de mon contrat intelligent, quand vous compilez le contrat intelligent, en fait, il vous crée automatiquement les types au niveau du contrat intelligent. Et là, j'ai du coup import bbk is erc20 from type chain types. Donc, j'ai pas besoin ici de créer mon propre type en TypeScript. C'est automatiquement géré au niveau de Hardhat et ça, c'est vraiment bien. Et ce type va représenter mon contrat intelligent. Ensuite, je vais importer type signer with address, voilà, from @nomic foundation hardhat-ithers signers. Et ensuite, je vais importer, donc là, je vais devoir installer la librairie JavaScript qui me permet de vraiment construire des arbres de Merkle vraiment directement en JavaScript. Donc ici, on va faire un yarn add @openzeppelin/merkle-tree. On revient ici sur le projet yarn add @openzeppelin et on va venir, alors attention, j'ai mis une étoile, voilà. Ok, et on va venir installer tout ça. À partir de là, quand j'ai installé cette librairie, je vais pouvoir ici importer standard Merkle tree from @openzeppelin/merkle-tree. Et ensuite, bien entendu, whitelisted addresses, je vais importer ici les adresses whitelistées dans mon fichier ici utils. À partir de là, je vais pouvoir commencer vraiment mes tests. bbk is erc20 test function. Là, je vais mettre une variable qui va représenter mon contrat. Donc, ça sera une variable de type bbk is erc20.
Et ensuite, je vais avoir plusieurs variables qui vont représenter des signeurs, donc en gros, différentes adresses qui vont pouvoir réaliser des transactions. On va avoir la variable qui va vraiment contenir le propriétaire du contrat intelligent, donc c'est de type signeur withAddress. Et on va avoir aussi une adresse 1 quelconque et une adresse 2 quelconque. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment ici, au niveau des adresses, le owner, ça sera l'adresse 0 au niveau du nœud de Hardhat. Adresse 1, ça sera account 1. Et adresse 2, ici, ça sera account 2. Donc si je mettais ici une autre adresse après celle-ci, ça serait le account 3. D'accord ? Donc c'est vraiment ici des adresses qui sont basées sur les adresses de Hardhat. Et du coup, les deux premières ici seront whitelistées chez moi. Ok, donc ça, c'est whitelisté. Ça, c'est whitelisté. Et ça, ce n'est pas whitelisté. Et à partir de là, je vais pouvoir créer une variable qui va contenir ici mon arbre de Merkle standard, Merkle tree, et ici, avec un tableau de string à l'intérieur au niveau du type. À partir de là, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle une fixture. C'est en fait un bout de code qui va être appelé avant chaque test. Deploy contract fixture. Const owner, adresse 1, adresse 2. Je vais récupérer ici vraiment les différentes adresses depuis la blockchain locale Hardhat en faisant un await ithers.getSigners. Donc là, je vais récupérer les adresses ici que j'ai précisées juste avant. C'est vraiment le bout de code qui me permet d'assigner owner ici à l'owner, adresse 1 à adresse 1 et adresse 2 à l'adresse 2. OK ? À partir de là, je vais pouvoir créer mon arbre de Merkle. C'est très simple, il suffit de faire Merkle tree. Donc ma variable que j'ai créée, je vais mettre l'arbre de Merkle dedans, est égal à standard merkletree.off. Je vais mettre les adresses whitelistées dedans. Ça va être vraiment ici des adresses, donc je précise le type. Et je vais trier les feuilles, sort leaves est égal à true, ça permet que ce soit un peu plus efficace. Et là, juste avec ce code, j'ai créé mon arbre de Merkle en fonction de toutes les adresses ici qui sont whitelistées. Puis, je vais pouvoir ici vraiment récupérer mon contrat intelligent, est égal à await ithers.getContract factory de bbk is ERC20. Donc là, je mets vraiment le nom de mon contrat, bbk is ERC20, c'est un peu plus haut, voilà, ça se base sur ça. Donc je récupère ce contrat intelligent, et à partir de là, je vais pouvoir faire un const, contract est égal à await contract factory.deploy, et je lui passe les arguments, le owner, owner.address, ainsi que ici, la racine de l'arbre de Merkle. Donc je vais sur mon arbre de Merkle et je prends la racine. Pareil, je viens récupérer l'owner ici, je dis que ce sera l'adresse de l'owner qui sera le propriétaire du contrat intelligent. Donc là, on passe vraiment les paramètres au constructeur de mon smart contract. Et ensuite, cette fonction va retourner ici différentes choses. Le contrat, l'arbre de Merkle, owner, adresse 1 et adresse 2. À partir de là, je vais pouvoir tester si le déploiement a bien été réalisé, c'est bien déroulé, deployment, function. Et là, on va mettre par exemple un it, donc on va faire un test vraiment, it should deploy the smart contract. A5, function. Et là, on va venir récupérer les différents éléments de la fixture, contract. Donc pour les gens qui s'y connaissent un peu, ça ressemble à un before each. Cependant, c'est plus efficace en fait. Parce qu'il n'y a pas toujours ici besoin vraiment de tout simplement... En fait, vraiment au niveau de Hardhat, il va se souvenir de ce qui a été fait au moment de la fixture et il ne va pas la relancer à chaque fois. Donc c'est vraiment pratique. Donc je récupère le contrat déployé, le Merkle tree, owner, ADDR1,
addr2. Et ça, je le récupère ici de ma fixture, deploy contract fixture. OK? Et là, je vais pouvoir, par exemple, puisque mon adresse Merkle route est en public, donc ça fait un getter du même nom que la variable, et je vais pouvoir récupérer dans le contrat intelligent la racine de l'arbre de Merkle ici, qu'il y a ici au niveau de mon contrat intelligent en faisant un contract.merkleRoute. Et là, je peux faire un comparatif avec ce que j'ai généré là. Alors du coup, merkletree.route ici, avec ce que j'ai passé ici au niveau de mon contrat et ce que ça a bien été passé au niveau de mon contrat. Donc je peux faire un assert. Il faut ici que contract merkletree.route soit égal ici au merkletree.route que j'ai généré. Donc si ce que j'ai généré au niveau du JS est bien en adéquation avec ce qui est dans mon contrat intelligent, c'est parfait. Pareil, je vais pouvoir récupérer le owner de mon contrat intelligent, await contract.owner, et je vais faire par exemple, donc là c'est vraiment la fonctionnalité de ownable de OpenZeppelin qui me permet de récupérer au niveau de mon contrat quel est le propriétaire de mon contrat intelligent. Il faut que ce propriétaire soit le même que le owner ici que j'ai passé à mon contrat. Donc assert, il faut que le contract owner soit équivalent à owner.adresse. Alors attention, owner c'est vraiment un objet énorme, il y a plus que l'adresse dedans, c'est vraiment un signeur qui permet de faire des transactions. Donc on a pas mal de données, c'est un objet absolument énorme. Et pour avoir l'adresse ici de cet owner, il faut faire un owner.adresse. D'accord? Et on va lancer les tests en faisant un yarn ardat test. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on a tout bien fait ou pas? On va voir. Et en effet, mon test passe. Donc on arrive bien ici à déployer le contrat intelligent et à lui passer les bonnes informations. Maintenant, ce que l'on va pouvoir faire ici, c'est vraiment tester, par exemple, la fonctionnalité de mint. Donc, on aura ici le mint, describe, mint, function. Et là, je vais avoir mes différents tests. It, should, not, mint, if, not, whitelisted. Et là, en fait, on va vraiment tester que si l'utilisateur ici n'est pas whitelisté, il ne devrait pas pouvoir ici minter un token. Il ne devrait pas pouvoir minter même 2 tokens, et il ne va pas recevoir ici son airdrop. Alors cependant, la librairie ici, merkletree par OpenZeppelin, est un peu différente de la librairie merkletree.js, qui est aussi en parallèle, qu'on pourrait aussi utiliser, mais cependant, la librairie merkletree de OpenZeppelin est un peu plus sécurisée. Et quand vous essayez ici de former vraiment ici une preuve pour une certaine adresse qui ne fait pas partie de l'arbre, le script plante directement au niveau de la librairie, ce qui n'est pas le cas pour d'autres librairies comme merkletree.js qui n'est pas de OpenZeppelin. Donc ici, on va dire que c'est vraiment un test qui ici correspond à la librairie merkle-tree library test A5 function. Et on va venir enlever ça. Donc ici, je vais encore une fois récupérer vraiment mes informations directement de ma fixture. Voilà, on va faire ça comme ça sera un peu plus clair. Donc je récupère toutes les informations de la fixture. Je vais essayer quelque chose. Et s'il y a une erreur, alors je vais catcher cette erreur, error, et on va faire quelque chose avec cette erreur. Et là, en fait, on va s'attendre à ce qu'il y ait une erreur, ça sera vraiment le but, parce que ici, je vais faire un const proof, et je vais essayer d'avoir une proof, merkletree.proof.getProof, avec une adresse qui n'est pas whitelistée, en l'occurrence, l'adresse 2.adresse. Donc ici, le problème, c'est que je vais m'attendre à ce que ça fail, à ce que ça ne fonctionne pas. Et là, on va mettre le message d'erreur, expected an error, leaf is not in tree.
Donc là, en fait, on essaye d'avoir une preuve avec une feuille qui ne fait pas partie de l'arbre. Donc directement, en fait, ça va planter. On ne va même pas pouvoir faire le check vraiment au niveau du smart contract. C'est directement au niveau du JS que ça va déjà planter. But none was thrown. OK. Et ensuite, bah effectivement, hein, s'il y a une erreur, donc là, je vais juste faire un const r est égal à error as error. Donc là, c'est vraiment juste pour le TypeScript, hein, c'est pour que TypeScript traite error comme une instance de error, d'accord? Et ensuite, je m'attends à ce que le message d'erreur ici doit inclure, bah, par exemple, leaf is not in tree. Donc attention, hein, je reviens un peu sur ce que j'ai dit juste avant. Donc normalement ici, on va vouloir récupérer une preuve qu'une certaine adresse fait bien partie de l'arbre de Merkle. Cependant, cette adresse ne fait pas partie de l'arbre de Merkle. Donc la librairie, hein, directement Merkle Tree de OpenZeppelin va venir planter. Et à un moment, hein, si on catch ici l'erreur, ben, on s'attend à ce que l'erreur ici, vraiment dans la librairie, à un moment, il va dire leaf is not in tree. Ok, donc on va venir ici tester tout cela, yarn arda test, et on voit que mon test ici passe bien, c'est parfait. Mais cependant, j'aimerais quand même tester ici, est-ce que si je passe une preuve vide, bah, est-ce qu'il me dit en effet que je ne suis pas whitelisté? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez une preuve qui n'est pas vide, bah, a priori ça devrait marcher. Cependant, on va vraiment faire les choses bien ici, donc on va mettre it should not mint if not whitelisted, mais on va faire les tests au niveau du contrat et pas juste au niveau de la librairie ici de OpenZeppelin. Function. Et là, on va encore une fois récupérer toutes les informations de la fixture. Voilà. Et ensuite, je vais créer une preuve qui sera vide, hein, sans passer du coup ici par la librairie de OpenZeppelin, hein, Merkle Tree, et je vais dire que je m'attends à ce que ici, quand au niveau de mon contrat, je déclenche la fonction de mint avec l'addr2 qui n'est pas whitelisté, .mint, addr2.address, proof, que ça reverte avec ici le message d'erreur not whitelisted. Donc ici, je vais dans mon contrat, je vais déclencher la fonctionnalité de mint avec l'adresse 2. Or, l'adresse 2 n'est pas whitelistée. D'accord? On voit ici que l'adresse 2 n'est pas whitelistée. Donc, on devrait, ça devrait revert avec le message d'erreur not whitelisted ici. Donc, quand je vais ici vouloir minter, hein, je mets en argument de la fonction adresse2 qui va, soi-disant, hein, réceptionner les tokens, mais elle ne va pas pouvoir parce qu'elle n'est pas whitelistée. Et la preuve, que tout ça, ça soit reverted avec not whitelisted. Est-ce que ce test fonctionne? Et en effet, le test passe ici. Très bien. Maintenant, il faut tester que si l'utilisateur ici a déjà eu son airdrop, il ne peut pas avoir un deuxième airdrop. Donc ici, it should not mint tokens if tokens already minted. A5 function. Donc, encore une fois, je vais récupérer les éléments de ma fixture, l'équivalent d'un before each. Je vais former une preuve, est égal à await merkle tree.getProof, mais cette fois-ci avec une adresse qui est en effet whitelistée. Et du coup, là, ça va vraiment me récupérer une preuve concrète, une bonne preuve en fait. Et du coup, je vais pouvoir ici venir recevoir mon airdrop, adresse 1.address proof. Mais cependant, si j'essaye nouveau ici de recevoir un airdrop, avec ici, du coup, l'adresse 1, si je fais un .mint, adresse 1.address, avec la proof générée pour l'adresse 1, ça devrait revert cette fois-ci. Il ne peut pas recevoir deux airdrops. Et ça devrait revert avec le message d'erreur tokens
already minted. OK. Donc on va lancer ce test pour voir si ça passe. Et mon test passe bien, c'est parfait. Donc maintenant, on va venir tester ici it should mint tokens if the user is whitelisted and has not minted yet. On va tester vraiment le comportement normal, c'est que l'utilisateur est whitelisté, il vient minter ses tokens et on regarde s'il reçoit bien ses tokens, s'il reçoit bien son airdrop. Donc ici, je vais encore une fois récupérer les informations de ma fixture. Je vais ensuite, nouveau, pour l'adresse 1, former ici la preuve. Donc je reprends aussi ce bout de code. Et encore une fois, tout simplement, je vais nouveau minter des tokens pour cette adresse. Attention, entre chaque hit ici, on redéploie le contrat intelligent avec la fixture. Donc, du coup, entre chaque hit, c'est comme si, en fait, on venait redéployer le contrat intelligent et que tout recommençait à zéro. Donc, quand je suis dans ce test-là, il n'aura pas minté au préalable des tokens. Donc là, ça va passer. OK ? Et là, je peux faire un let balance. Je vais venir regarder combien de jetons ERC20 ici, vraiment, l'adresse 1 dispose désormais, addr1.address. Et let expected balance, c'est égal à iteers.parseIter de 2. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui va me permettre de transformer des ethers en way. Donc là, je m'attends à ce que j'ai l'équivalent de 2 fois 10 puissance 18 tokens ERC20, le montant, en effet, ici, du airdrop que j'ai reçu. OK ? Le mint amount ici, en effet, qu'on a là. Donc, 2 fois 10 puissance 18, donc c'est un nombre énorme, ça sera un big int. Et là, je peux faire un assert. La balance de mon utilisateur doit être égale à expected balance. Et regardons si ça fonctionne bien. Et en effet, ça fonctionne. Donc maintenant, ce que l'on va pouvoir checker, c'est par exemple, est-ce que l'utilisateur, le owner, pardon, peut changer la racine de l'arbre de Merkle. Describe Merkle. Alors, allez, set Merkle root. Function. Et ici, on va tester que ça ne fonctionne pas de changer les whitelistés si l'utilisateur qui appelle la fonction n'est pas whitelisté. It should not set the Merkle root if the caller is not the owner. A5 function. Donc là, encore une fois, je vais récupérer vraiment mon contrat intelligent et les différentes données directement de ma fixture. Et là, je peux faire un await, expect. Je m'attends à ce que ici, quand je viens avec l'addr1 venir faire un set Merkle root, et je passe par exemple merkletree.route, la route que j'avais faite avant. Alors je passe toujours la même, mais c'est pas grave. Ici, de toute façon, on veut vraiment vérifier que si on n'est pas le owner, on ne doit pas changer la route. Or, si on remet la même route, c'est pas grave du tout. Mais en tout cas, ça doit être reverted, mais avec une custom error. Attention, dans le contrat ownable de Open Zeppelin, alors on peut le voir directement sur leur GitHub. Quand ici quelqu'un essaye de déclencher une fonction d'un contrat intelligent, et si on a un only owner et qu'il n'est pas propriétaire du contrat intelligent, on a une custom error ownable unauthorized account qui est lancée. Donc c'est différent d'un require, etc. Enfin, ça ressemble énormément. Cependant, c'est un peu différent. Donc on a une custom error qui apparaît avec vraiment en paramètre de cette custom error, l'adresse qui a essayé de faire n'importe quoi. Donc ici, je m'attends à ce que quand j'exécute vraiment la fonction ici, set Merkle root, avec quelqu'un qui n'est pas le propriétaire du contrat intelligent, que j'ai en effet une custom error qui appartient à mon contrat, qui est nommée ownable unauto. Alors, on va reprendre tout simplement peut-être
directement le nom de l'erreur ici, parce qu'elle est un peu dure vraiment à épeler. Donc, qu'on a cette erreur qui apparaît avec les arguments suivants, addr1.adresse, l'adresse qui a essayé ici d'appeler cette fonction et qui n'est pas du coup la propriétaire du contrat intelligent. Et on voit en effet que mon test passe bien. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de vérifier que on doit pouvoir changer la racine de l'arbre de Merkle si la personne qui déclenche la fonction est bien la propriétaire du contrat intelligent. Donc const contract Merkle tree, je vais reprendre encore une fois exactement la même chose au niveau de ma fixture. Donc je reprends ma fixture et là je fais un let new Merkle root est égal. Et puis là, vous pouvez utiliser par exemple tout ce qui est ChatGPT pour former aussi une racine d'arbre de Merkle un peu différente. Donc globalement, il faut ici que ce soit un bytes 32. Donc vous mettez un 0x avec 64 caractères hexadécimaux, donc entre A et F, et aussi 0 et 9 par la suite, mais formez quelque chose de cohérent. Donc ici, vous mettez n'importe quoi, mais il faut juste que ce soit quelque chose d'hexadécimal et qui fasse 0x plus 64 caractères. Sinon, il va détecter au niveau du contrat intelligent que ça ne sera pas un bytes 32 et ça va de toute façon revert. Ok. Donc ici, je fais un await contract.set Merkle root. Donc je change la Merkle root au niveau de mon contrat intelligent par la nouvelle Merkle root. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens récupérer la Merkle root qui a désormais dans le contrat await contract.merkle root. Et là, je peux faire le assert, c'est que la Merkle root là doit être égale désormais à la Merkle root que je récupère du contrat intelligent. Donc on va venir tester ça pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Et à partir de là, on peut lancer le yarn ardat coverage pour voir le coverage des tests. Et on voit qu'on a un coverage de 100%. Donc on peut désormais continuer ici par le script de déploiement du contrat intelligent. Donc ici, au niveau du script de déploiement, on va aller sur le deploy.ts et on va enlever tout ce qu'il y a dans la fonction main ici. Voilà, on va laisser ça. On peut enlever les commentaires, on n'en a pas besoin. Et on a du coup pour le moment ça. Donc on va de nouveau venir ici importer les types. Donc on a import bbk iserc20 de types chain types. Ensuite import standard Merkle tree de Open Zeppelin. Et on va importer aussi les adresses whitelistées, puisqu'on va devoir ici former la racine de l'arbre de Merkle que l'on va passer au contrat intelligent. Whitelisted. Voilà. Et on a la fonction main ici. Donc on aura encore une fois le contrat de type bbk is erc20. On aura ici Merkle tree. Standard Merkle tree string. Et on va créer l'arbre de Merkle est égal à standard. Comme avant, en fait, ça va ressembler énormément au test. Et d'ailleurs, au niveau des tests, pourquoi c'est pas mal de passer par Ardat? Parce que quand vous embauchez des fronts au niveau de votre boîte, si vous faites les tests directement avec Foundry, les fronts ne sont pas censés pouvoir lire du Solidity. Alors que le JS, si vous faites tous les tests en JS, ils vont pouvoir récupérer des informations, des scripts qu'ils vont ensuite pouvoir mettre directement sur le front. Donc, .off, whitelisted, comme avant, on a des adresses là-dedans, et on met encore une fois sort leaves à true. OK? Et à partir de là, je peux faire const owner est égal à await ethers.getSigners. Donc ici, je récupère encore une fois la première adresse ici au niveau du yarn Ardat node, au niveau de la blockchain locale Ardat. Et je fais contrat
est égal à await ithers.deployContract. Je vais ici déployer bbk is erc20, le nom de mon contrat, et je vais lui transmettre les arguments suivants dans le constructeur, l'adresse de l'owner et la racine de l'arbre de Merkle. Et ensuite, j'attends que le contrat ici soit déployé. Et une fois que le contrat est déployé, je peux faire un console.log et je peux dire, par exemple, donc attention, c'est des backticks ici, des alt plus 7, bbk is erc20, deployed to, et là je peux récupérer l'adresse du contrat en faisant un contract.target avec la racine ici de l'arbre que je vais aussi venir récupérer, allez, merkle tree.root. Donc j'ai déployé le contrat intelligent à une certaine adresse et ensuite vraiment ici la racine de l'arbre de Merkle, je viens aussi l'indiquer après le déploiement. Donc ici on va venir faire un yarn ardat node pour lancer la blockchain locale ardat. On va laisser ça tourner en parallèle et on va lancer un nouveau PowerShell ici. On va bien dans le répertoire backend et on fait un yarn ardat run script deploy --network localhost. Je vais essayer ici de déployer mon contrat intelligent sur la blockchain locale et on voit que ça a bien fonctionné. On a notre contrat intelligent bbk is erc20 qui a été déployé à une certaine adresse avec une certaine ici Merkle root que l'on récupère ici. On va sur la blockchain locale Ardat pour voir ici ce qui s'est passé. On a bien eu ici un déploiement de smart contract à une certaine adresse de la part d'une certaine adresse. C'est le count d'ailleurs 0 ici. Regardez, 0xf39. Qui a déployé le contrat intelligent? C'est 0xf39. C'est tout à fait logique puisqu'on a déployé ici le contrat intelligent. Alors si on ne fait pas de point connect, par défaut, ça déploie avec le owner. D'accord? Donc ça, il faut aussi le savoir. Et voilà, tout s'est bien passé. On va pouvoir ici aller sur le front. C'est parti. Ok, donc on va aller ici au niveau du front désormais. Donc, ce que l'on peut faire, c'est stopper la blockchain locale. Et là, on va aller en arrière, puis directement dans le front. CD front end. Voilà, c'est parti. À partir de là, je peux faire un npx create-next-app @latest.slash pour vraiment ici créer un nouveau projet Next.js directement dans le front. C'est parti. J'appuie sur Entrée ici. Est-ce que je veux utiliser TypeScript? Oui. Est-ce que je veux utiliser ESLint? Non. Tailwind? Non. SRC Directory? Non. AppRouter? Oui. Et là, encore une fois, non. C'est parti. Il m'installe toutes les dépendances, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner un projet Next.js ici. À partir de là, dans la description, vous avez vraiment différents liens. On va pouvoir aller sur Chakra UI qui nous permet de faire vraiment ici des choses très simplement. C'est vraiment un outil très pratique. Et on va aller ici au niveau de l'installation, copier cette commande et la mettre ici directement dans notre projet. Donc ça va installer Chakra UI dans notre projet. Et on va aussi aller sur rainbowkit.com. Voilà. Et on va venir ici, aller sur installation. Et on va copier ici cette commande. Voilà. Et on va venir ensuite l'exécuter dès que Chakra a été installé. Donc là, on a installé Chakra UI et on a aussi installé RainbowKit qui nous permet de nous connecter vraiment très simplement avec n'importe quelle wallet à notre future DApp. Ok, donc maintenant que l'on a fait ça, on peut faire un npm run dev pour venir ici lancer notre application sur le port 3000. Et en effet, ici, on voit bien notre application, c'est parfait. On va passer à la suite. L'objectif maintenant, c'est de créer un layout, histoire
d'englober notre application avec un header et un footer. C'est parti. Donc pour cela, dans Front, ici, je vais créer un nouveau dossier, Components, et là-dedans, je vais créer un nouveau fichier header.tsx, ainsi qu'un nouveau fichier footer.tsx, mais on va aussi mettre un fichier layout.tsx. Et ici, on va commencer avec le header. Alors là, si vous avez l'extension ES7+ React Redux, vous pouvez faire un RFCE. On va le faire dans un instant. Alors n'hésitez pas à installer cette extension, elle est vraiment cool. Et ça vous permet de créer très simplement des composants fonctionnels sans avoir à tout écrire ici. On le voit très bien, ici c'est le cas, on a vraiment un composant de base. Alors, ce que l'on va faire dans un premier temps aussi, c'est venir installer Chakra UI, enfin plutôt venir mettre Chakra UI ici dans notre application. Donc on va aller dans App et ensuite dans Layout ici. Alors au niveau du layout, on va enlever le inter, le metadata, le globals.css. On va enlever ça aussi, les métadonnées. Et on va enlever le class name, là, voilà. Ce qui fera qu'on a uniquement cela pour le moment. Et ensuite, on va mettre un use client, puisqu'avec un Chakra UI, on est obligé d'utiliser du use client. Vous pouvez aussi, avec Next.js, d'ailleurs c'est un de ses intérêts, mais bon bref, utiliser du server-side rendering, mais là ça ne va pas être possible. Donc ici, on va venir vraiment entourer notre application de Chakra UI. Donc on va mettre le Chakra Provider, ici, from Chakra UI React. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est venir entourer notre application du Chakra Provider. Voilà. On va vraiment venir entourer notre application qui est ici représentée par les children de notre Chakra Provider. Ok, super. À partir de là, on peut utiliser effectivement dans d'autres composants Chakra UI. Donc c'est ce que l'on va faire ici. Donc au niveau de mon header, encore une fois là-dedans, je vais importer des éléments de Chakra UI. Donc je fais un use client et je vais venir importer flex et text ici de Chakra UI React encore une fois. Et ici dans le return, je vais mettre un flex. L'objectif, c'est vraiment de faire la barre de navigation. Donc, je vais mettre des éléments à gauche, le logo. Et à droite, je vais mettre, par exemple, le bouton de connexion. Donc, Justify Content, je vais mettre un space between. Align Items, alors Align Items, je vais mettre Center. Et je vais mettre un padding ici à 2 rem. Voilà, parfait. Et ensuite, comme dit, à gauche, on aura texte logo. Et à droite, on aura le bouton de connexion. Pour le moment, je vais mettre connexion ici, comme ça, voilà, ou connexion. Et ça, c'est tout ici pour le header. Donc là, on va passer désormais au footer. Donc au niveau du footer, encore une fois, un use client. On va encore une fois aussi venir importer flex et texte de Chakra UI. Et là, du coup, const footer. Alors, j'aurais pu faire un RAFCE, ça aurait été plus rapide. On n'oublie pas d'exporter ici le footer pour l'utiliser ailleurs. Et là, je vais mettre encore une fois un flex. Alors, ça va énormément ressembler au flex du header. Donc, je vais ici le reprendre. Donc on aura ça, cependant qu'ici, on va mettre un center au lieu d'un space between. Je vais fermer mon flex, voilà. Et ici, je vais mettre un texte. All whites reserved, par exemple, un copyright. Ben BK. Et là, je vais mettre la date actuelle, l'année actuelle. On peut faire ici du JavaScript, new date.get
foulière pour avoir la date hein, sur 4 chiffres. Maintenant, on va passer ici au layout. Donc le layout, c'est vraiment ce qui va venir ici englober toute notre application, hein. Ça va être quelque part le template de l'application. Donc au niveau de mon layout, je vais avoir le header, donc au-dessus avec le logo et à droite hein, le bouton de connexion, donc le header. On va venir importer le header. Ensuite, j'aurai le contenu de mon site au milieu et en bas, j'aurai le footer, donc RAFCE. Et encore une fois ici, je vais mettre un use client. Comme dit, je vais ensuite venir importer le header et aussi le footer. Voilà. Et à partir de là, ensuite, j'aurai encore besoin de flex de Chakra UI React. Et là, ben, au niveau vraiment des props de ce layout, ben, je vais pouvoir reprendre les props ici. On aura aussi les children qui vont désigner tout ce qu'il y aura à l'intérieur de l'application. Donc je vais pouvoir reprendre le typage que j'ai aussi ici. C'est exactement la même chose. Donc là, voilà, je mets exactement ça. Donc ça, c'est vraiment pour TypeScript ici, hein. Et ensuite, ici, je vais mettre mon flex. Donc là, je vais vraiment avoir un flex hein, en direction colonne. Ensuite, une hauteur à 100 VH et un Justify Content Center. L'objectif, c'est de mettre le header, en dessous le contenu du site et encore en dessous le footer. Et tout prendra hein, la hauteur de l'écran de l'utilisateur. Donc ici, on aura le header. On aura ensuite entre le header et le footer, alors là, ça sera une balise auto-fermante. Entre le header et le footer, on aura le contenu du site, hein, les children. Et bien entendu, on veut dire que le contenu du site va prendre le maximum de place possible. Donc, on va vouloir mettre un flex gros à 1. Et pour cela, je mets un flex ici, encore une fois. Je vais mettre les children à l'intérieur. Voilà. Et ici, on va mettre un gros A1. Encore une fois, un padding A2 rem ici. Un Justify Content Center. Un Align Items Center. Comme ça, les éléments hein, seront bien centrés au milieu de la div. On n'oublie pas le width à 100%. Et aussi la hauteur à 100% ici. Et là, c'est bon, on a fini notre layout. Donc à présent, hein, ce que l'on va pouvoir faire, c'est par exemple venir voir nouveau ce que ça donne ici. Donc au niveau de mon page.tsx, c'est vraiment le point d'entrée principal ici, hein, c'est vraiment la page d'accueil. Or je vais enlever hein, tout ce qu'il y a dedans, voilà tout ce qu'il y a là, à ce niveau-là, et on aura du coup le résultat suivant. Et ici, au niveau du return, je vais venir mettre le layout, donc je l'importe. Attention, c'est le layout que j'ai créé moi, pas le layout hein, vraiment de base qui vient englober toute l'application Next. Donc voilà, je mets le layout, et ici, je vais mettre du coup layout, et je vais pouvoir dire bonjour par exemple. Et regardez le résultat, on va voir un peu ce que ça donne ici. Et en effet, on voit ce résultat, c'est parfait. Donc le bouton vraiment de connexion à droite, le logo en haut à gauche, vraiment nos éléments hein, du site, par exemple le airdrop, on va le mettre au milieu ici, et en bas le footer, c'est parfait, c'est responsive, c'est très propre. Allez, on passe du coup ici à la suite hein, au bouton de connexion. Au niveau du bouton de connexion, on va se remettre ici sur RainbowKit et on va venir copier-coller les différents éléments. Hein. Donc on va vraiment ici sur la page d'installation qui sera hein, encore une fois disponible en description de la vidéo. Et on va dans le layout, pas celui qu'on a créé, hein, mais vraiment celui qu'on a de base avec Next.js. Donc on va fermer d'ailleurs le reste, close others, voilà. Et on va venir placer ça hein, directement ici, vraiment dans le layout.tsx. Et là, on va juste venir mettre le réseau Ardat et aller aussi le réseau Sepolia. Pourquoi pas? Ensuite, on passe à la suite. Donc, on vient copier ça.
que l'on vient placer juste en dessous. Alors attention ici, moi j'ai du Ardat ainsi que du Sepolia. Et là, on a besoin d'un project ID de Wallet Connect. Donc là, on va aller sur cloud.walletconnect.com et on va créer un nouveau projet, hein, c'est tout à fait gratuit. Ici, je mets Wallet, je mets un nom, Ben BK par exemple, Create. Et là, ça me passe un project ID. Donc je vais venir copier ce project ID. Et pour faire les choses un peu proprement, on va créer un fichier .env.local et on va mettre ce project ID dans une variable d'environnement, certes public. Donc ici, wallet connect est égal à ça. Et puis du coup, je peux récupérer ce wallet connect ici directement en faisant un process.env.next public wallet connect. Ok, super. Donc là, on voit qu'on a un petit message d'erreur au niveau de TypeScript. Donc le mieux encore, c'est peut-être de récupérer les choses de vraiment de la bonne façon. Donc je vais faire un const wallet connect. Je vais essayer de récupérer le next public wallet connect. Et s'il n'existe pas, je mets une chaîne vide. Et on va voir que l'erreur ici va désormais disparaître. Donc ici, j'ai désormais ça. Je vais pouvoir fermer le .env.local et passer à la suite. Donc là, on me dit que je dois vraiment englober désormais mon application. Alors, il faut juste mettre encore le query client ici. Attention. Donc juste en dessous, je mets le query client. Voilà. Et ensuite, je vais venir englober mes children avec ça. Donc, je reviens sur mon application et je viens englober du coup mes children avec les éléments précisés par la documentation. Je n'oublie pas ensuite de fermer les différentes balises. Voilà. Et on est bon. À partir de là, ce que je vais pouvoir faire... Alors tiens, j'y pense, on peut enlever le globals.css. On n'en a plus besoin ici. Et le page.module, ici aussi, que l'on peut enlever. On a juste la favicon, layout.tsx et page.tsx. Donc maintenant, dans le header, on peut venir ici importer le bouton de connexion, Connect Button de RainbowKit. Et à partir de là, je peux venir mettre ici ce bouton de connexion directement dans mon application. Et ensuite, on va voir ici le résultat. Donc voilà, j'actualise. Et on voit que désormais, j'ai bien un bouton de connexion. Donc attention ici, pensez à lancer la blockchain locale, yarn ardat node. Voilà, super. Là ensuite, il faudra peut-être venir importer un compte sur MetaMask. Alors je vous montre comment faire. Pour cela, vous allez vous connecter à MetaMask. Et ici, on va venir agrandir la vue. Et on va gérer déjà un peu les réseaux, parce qu'ici, il faut se connecter sur le réseau du coup de Ardat. Voilà. Donc pour cela, vous pouvez tout simplement aller dans Paramètres, Réseau. Vous allez ajouter un réseau et vous allez fournir les informations suivantes dans le nom de ce réseau, la nouvelle URL de RPC et l'ID de la chaîne. OK ? Et ensuite, ce réseau va du coup apparaître. Si vous avez lancé la blockchain locale, vous pourrez vous connecter à ce réseau. Donc ensuite, il faut une adresse qui a des ethers sur ce réseau. Donc vous allez prendre n'importe quelle clé privée ici. Ça serait bien de prendre une clé privée qui est whitelistée, d'un account qui est whitelisté. Moi, ces deux accounts ici, je les ai déjà sur MetaMask. Donc je ne vais pas les remettre. Mais par exemple, je vais prendre le 13 ici. Donc je prends la clé privée. Et à partir de la clé privée, je peux accéder à un compte. Donc ici, j'ajoute ce wallet, add a new account. Alors, importer le compte plutôt. Je colle la clé privée. Et ici, désormais, account 29. Si je vais dessus, je vois en effet que j'ai 10 000 ethers de test. Alors je vais juste faire détail du compte et je vais le renommer
en throwaway. C'était le 13 de Hardhat, voilà. Et en fait, quand il y a un throwaway, je sais qu'il ne faut pas que je me connecte avec le mainnet dessus. En tout cas, bon, si, je peux me connecter avec le mainnet dessus, mais surtout, n'envoyez pas des vrais ethers dessus, sur ce throwaway. Hein. C'est vraiment juste pour Hardhat. Il faut savoir que toutes les clés privées de Hardhat, ben, tout le monde y a accès. Donc, si vous mettez des vrais ethers sur ces adresses, ben, malheureusement, s'il y a quelqu'un qui le remarque, il pourra virer ses vrais ethers sur son compte. Donc faites juste attention, hein, ne mettez pas des vrais ethers. Bon, le seul truc à faire, c'est de se connecter au réseau Hardhat ici et de ne pas être sur le mainnet avec une de ces adresses. Alors je peux y être, hein, mais bon, il faut juste pas que je fasse des transferts, que je transfère des vrais ethers sur ce compte. D'accord? Mais voilà, on se remet du coup sur Hardhat et là c'est parfait. Et je vais pouvoir me connecter du coup. Voilà, donc je vais prendre par exemple ici le throwaway 13 et je vais pouvoir me connecter. Je peux choisir entre Sepolia et Hardhat. Nous, on va garder pour le moment Hardhat. Et puis là, ce qui serait pas mal maintenant, c'est de mettre un message. Si l'utilisateur n'est pas connecté, on l'invite à se connecter. Et s'il est connecté, on lui affiche le composant qui va permettre ici de faire du airdrop. C'est parti. Donc ici, dans le fichier page.tsx, alors, ce que l'on va faire, c'est juste créer rapidement un composant mint.tsx, donc dans le dossier components, rafce, et c'est tout. D'accord? On s'arrête déjà là pour le moment. Ce que je veux faire, c'est que je veux venir importer ce composant mint là-dedans, et je vais venir importer useAccount de Wagmi. Donc ça va me permettre d'avoir des informations sur l'utilisateur qui est connecté, quelle est son adresse, est-ce qu'il est connecté, des éléments du style. Et ça serait bien d'avoir aussi, dans un souci de factorisation, un composant notConnected.tsx, rafce, et là je peux mettre notConnected. Pour le moment, je peux laisser ça. Donc je vais aussi venir importer ici le composant notConnected, et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire un const. Je vais venir récupérer l'adresse qui est connectée et aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ou pas. Et ça, de useAccount de Wagmi. Et ensuite, c'est vraiment très simple. Ici, au niveau du layout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté? S'il y a quelqu'un qui est connecté, alors je vais afficher le composant d'airdrop, le composant de mint, et sinon, je vais afficher le composant notConnected. Voilà. Donc là, on va pouvoir nouveau aller sur notre page. Alors, on a une petite erreur pour le moment. Alors, quand vous avez cette erreur, c'est qu'il faut mettre ici un use client tout en haut. Voilà. On va le mettre ici aussi. Use client, puisqu'on va se servir ici de Chakra UI plus tard. Et enfin, dans le composant de Mint, on peut aussi mettre use client, puisque de toute façon, on va se servir de Chakra UI un peu plus tard. Et là, on voit désormais que ça fonctionne. Quand je suis connecté, j'ai bien Mint, le composant de Mint qui apparaît. Et quand je me déconnecte, on me dit not connected. Donc maintenant, ça serait bien de peut-être un peu personnaliser le composant not connected. Et là, pour cela, on va pouvoir importer alert et alert icon de Chakra UI React. Et à partir de là, je vais pouvoir ici faire un alert status est égal à warning qui va me dire, là on aura l'alert icon et please connect your wallet. Point. Donc là, on a vraiment un composant très simple qui va me permettre d'afficher l'élément suivant. Donc, quand l'utilisateur n'est pas connecté, on aura ça. Et quand l'utilisateur va se connecter, là, il va sélectionner son adresse, connecter. On aura désormais le composant d'airdrop. Donc maintenant, l'objectif, c'est de créer le composant de Mint. Cependant, on va devoir récupérer des informations du contrat intelligent. Donc là, je vais en fait redéployer mon contrat intelligent. Donc je vais déjà lancer la blockchain locale Hardhat avec un yarn Hardhat node. Faites bien attention d'être dans le dossier backend. Je lance à côté nouveau
le script de déploiement hein, dans le back-end, yarn ardat run script deploy --network localhost. Et là, bah, bien entendu, il faut que je relance juste le front hein, parce que je l'avais quitté de mon côté, donc npm run dev. Et en fait, qu'est-ce que j'ai besoin pour communiquer avec un contrat intelligent? J'ai besoin de son adresse que je viens d'obtenir ici, puisque je viens de déployer le contrat intelligent. Donc regardez, ici, je vais créer un dossier constante, et là-dedans, dans ce dossier constante, hein, je vais mettre ici un nouveau fichier, index.ts. Et là-dedans, je vais mettre hein, vraiment les informations hein, de mon contrat intelligent. Donc, export const contract adresse, et là, je mets l'adresse du contrat. Bah, ça tombe bien, on vient de l'obtenir ici en déployant le contrat intelligent. Ensuite, bah, j'ai aussi besoin d'avoir l'ABI, hein, contract ABI, l'ABI du contrat intelligent. C'est la signature hein, des fonctions hein, du contrat intelligent. Donc pour ce faire, je peux aller dans Backend, Artifacts, Contracts, bbk iserc20.sol, bbk iserc20.json. Et ici, vous voyez très bien le ABI. Donc c'est assez long, hein, ça fait plusieurs centaines de lignes de code. Je vais venir le prendre, voilà. Et je vais le coller là. Parfait. À partir de là, hein, je peux voilà, venir rapetissir ça. Et j'aurai encore besoin ici des adresses whitelistées, puisque je vais devoir recréer nouveau l'arbre de Merkle hein, pour avoir la proof au niveau du front. Donc ici, je peux reprendre ça, en fait, hein, vraiment dans cette structure-là. Voilà. Et du coup, là, j'ai bien hein, des adresses qui sont ici dans Ardat. Hein, c'est les deux premières, comme on avait vu ça dans la première partie. Et maintenant, je vais pouvoir ici créer vraiment mon composant de Mint, hein, le composant ici principal. Donc, au niveau de mon composant de Mint, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, des choses de React.js. On va avoir besoin de useState, ainsi que de useEffect. D'accord. Ensuite, au niveau de Chakra UI, on va avoir besoin ici de Flex, mais aussi de texte, button, spinner, useToast, alert et alert icon. On aura besoin de tous ces composants ici. Ensuite, au niveau ici de Wagmi, donc la version 2, on aura besoin de useAccount, useReadContract, type base error, ça c'est vraiment pour gérer hein, les erreurs dans Wagmi au niveau de TypeScript, useWriteContract et aussi useWait for transaction receipt. Et le tout de Wagmi ici. Ensuite, on aura besoin des informations du contrat intelligent. Contract informations. Import, contract address de constante, contract ABI de constante, ainsi que des whitelistés de constante. D'accord? Ensuite, deuxième, on aura besoin de format iter. On verra ça hein, vraiment dans un instant. Et bien entendu, au niveau du front, encore une fois, je vais avoir besoin ici d'installer la librairie qui me permet de créer des arbres de Merkle, d'OpenZeppelin, Merkle, alors, Merkle-tree. Donc, je viens installer déjà cette librairie. Alors là, j'ai juste quitté le lancement de mon application, donc je vais devoir la relancer avec un npm run dev. Et là, je peux lancer, importer plutôt, Merkle-tree by OpenZeppelin. Je peux importer ici standard Merkle-tree de OpenZeppelin. Et puis, je peux aussi... Alors, est-ce que j'aurai besoin du layout? Je ne pense pas tout de suite. Donc, ça ira. Le layout, en fait,
il vient vraiment englober la page, donc j'en ai pas besoin là tout de suite. Après, au niveau hein, de mon composant de Mint, bah, je vais ici venir faire différentes choses. Bah, par exemple, hein, faire un const adresse est égal à useAccount. J'aurai peut-être hein, besoin de récupérer l'adresse qui est connectée à ma DApp avec RainbowKit. Const toast est égal à useToast. Ça sera vraiment pour afficher des beaux messages d'erreur ou de succès ou de warning avec Chakra UI. Et il y a un moment, je vais devoir hein, aussi stocker la Merkle proof. Donc, je vais faire un state hein, pour ça. Merkle proof, set Merkle proof. Et ça sera un use state du coup de type string tableau avec comme valeur de départ un tableau vide. J'aurai peut-être aussi des erreurs au niveau de la création de l'arbre de Merkle, hein, comme on l'a vu pour les tests. Donc, je vais faire un Merkle error, set Merkle error est égal à use state. Ça sera quelque chose hein, de type string. Et par défaut, hein, ça sera une chaîne de caractères vide ici. Maintenant, j'aimerais afficher hein, vraiment le nombre de airdrops en totalité, hein, le nombre de tokens que ce contrat a airdrop à tous les utilisateurs. Donc pour cela, donc get the total amount of the BBK tokens airdropped. Pour cela, je peux utiliser le hook ici de Wagmi, hein, le hook useReadContract, qui me permet du coup de lire des données dans un contrat intelligent. Et au niveau du contrat intelligent, la fonction total supply qui est incorporée à ERC20 hein, dont on hérite, vient me renvoyer le nombre total de tokens de ce contrat qui ont été mintés. Donc, dans mon cas, qui ont été airdrop. Donc là, je peux faire const. Je vais récupérer des données que je vais renommer en total supply. Je vais pouvoir récupérer, est-ce que je suis en train de venir récupérer les données que je renomme en total supply loading. Et ensuite, bah, je vais pouvoir refetch total supply. Donc quand j'appellerai refetch total supply, ça va m'appeler nouveau cette fonction pour venir venir récupérer les données à jour par exemple. Et je peux faire ça de la façon suivante. Et ensuite est égal à useReadContract. Et là, de quoi j'ai besoin ici pour lire les données de la fonction total supply du contrat intelligent? Bah déjà, de l'adresse du contrat intelligent, de l'ABI du contrat intelligent. Ensuite, bah, le nom de la fonction que je vais venir ici interroger, total supply, à partir de quel compte? Ben, à partir du compte hein, représenté par l'adresse connectée via RainbowKit. Donc là, ça serait pas mal d'afficher en fait ici hein, à cet endroit, bah, par exemple, si on est en train d'essayer de récupérer le total supply, un bouton qui tourne, une espèce de spinner comme ça. Et puis si on a réussi à récupérer le total supply, bah, on affiche le montant qui a été airdrop. Donc là, je peux faire un flex. Je vais mettre des informations là-dedans. Hein. Alors attention, au niveau de ce flex, ça sera direction est égal à colonne. Et ici, je vais rendre un peu ça responsive. On peut faire du responsive hein, très simplement dans Chakra en passant à par exemple hein, la propriété width, un tableau ici. Donc sur les petites résolutions, ça sera à 100%. Sur les un peu plus grandes à 100%. Sur les moyennes à 50%. Et sur les grandes à 50%. D'accord? C'est comme ça qu'on fait du responsive avec Chakra UI. Et à un moment, je vais dire que ben, si le total supply est en train d'être chargé ici, si je suis en train d'interroger le smart contract et que je n'ai pas encore la donnée, alors je vais mettre un flex, justify content est égal à center, et là-dedans, je vais mettre du coup flex, je vais mettre mon spinner, et je peux un peu, hein, si je veux le designer, alors vous pouvez laisser ça vide, mais moi j'ai mis hein, les éléments suivants que vous pouvez recopier hein, si vous voulez, mais si vous n'avez pas envie, vous mettez juste le spinner, et puis voilà. Moi j'ai juste un peu personnalisé ici ce spinner, mais rien de spécial là. Donc si c'est en train de charger, alors je mets le spinner.
Et sinon, bah, je vais mettre autre chose. Voilà, je vais mettre un fragment ici, React. Et ici, bah, ce que je peux faire, bah, c'est par exemple hein, mettre le montant qui a été airdropped, donc flex, justify content est égal à center. Et là, je vais mettre une balise texte avec un margin top à un rem. Et je vais mettre amount of amount airdrop, allez, given. Et là, je vais mettre en gras quelque chose. Et je vais mettre ici ben, format total supply. Donc là, je vais devoir créer une fonction qui va me permettre de mieux afficher le total supply. Et le total supply ici, au niveau de TypeScript, hein, c'est soit un big int, soit on n'a rien. Et du coup, c'est du undefined. Et ça sera quoi? Ça sera du coup BBK, hein, qui est vraiment... Là, je vais dire ben, amount airdrop given, par exemple, 10 000 BBK. Donc là, je vais créer hein, ma fonction vraiment format total supply. Donc const format total supply. Prend en argument un supply, soit un big int, soit undefined au niveau du type. Et là, si supply est différent de undefined, alors je fais un return format ether de supply. Vous allez me dire, mais pourquoi il fait ça? Parce que tout simplement, je vais récupérer ici dans mon contrat intelligent la supply au format x 10 puissance 18. Donc si en tout j'ai donné 4 tokens, je vais avoir 4 x 10 puissance 18 tokens. J'ai pas envie d'afficher 4 avec 18 zéros derrière. Donc moi, je modifie ça, hein, je convertis ça sous le format Ether. Comme ça, au lieu d'avoir 4 et 18 zéros derrière, ben, j'aurai 4, tout simplement. Et sinon, je return ici 0, si c'est undefined. D'accord? Donc ici, on regarde un peu ce que l'on a. Et j'ai l'impression que c'est pas mal, donc on va pouvoir peut-être tester tout cela. Et c'est parfait, ici j'ai bien amount airdrop given pour le moment, hein. Je viens de déployer mon contrat intelligent, donc il y a 0 BBK qui ont été donnés, hein. C'est parfait. Maintenant, ce que j'aimerais faire, bah, c'est par exemple hein, gérer si l'utilisateur, hein, quand il se connecte, bah, s'il n'est pas whitelisté, je vais tout de suite lui dire. Et pour cela, quand on pense à quand il se connecte, bah, par exemple, hein, ce que je pourrais faire, bah, c'est par exemple ici un use effect. Donc au chargement ici, de ce composant, hein, quand le composant là est chargé, et il se charge de toute façon juste si l'utilisateur est connecté, mais on va quand même mettre un if adresse, allez. Bah là, on va essayer de faire quelque chose, et s'il y a une erreur, bah cette erreur ici, bah on va la mettre dans le set Merkle error. You are not eligible to an airdrop, par exemple. Donc en fait, on va essayer de former une preuve à partir de l'adresse qui est connectée. Si on arrive à former une preuve, ben, tant mieux, c'est que l'adresse est whitelistée. Si on n'y arrive pas, c'est que l'adresse n'est pas whitelistée. Et du coup, on va ici mettre dans le state Merkle error une certaine phrase pour ensuite hein, l'afficher un peu plus bas dans le return, hein, dans l'UI. Donc ici, const tree, je vais former l'arbre, est égal à standard Merkle tree.off. Je récupère les whitelistés de type adresse. Et ici, je mets un sort leaves à true. J'essaye de récupérer ma preuve. .getProof avec l'adresse qui est connectée. Et si ça marche bien, je ferai un set Merkle proof de proof. Comme ça, je vais pouvoir récupérer hein, cette proof un peu ailleurs. Mais si ça fonctionne pas ce bout de code, j'aurai du coup l'erreur là. Et du coup ici, ce que je peux faire à ce niveau-là, par exemple, c'est mettre toujours le justify content, le amount airdrop given. Et à un moment, est-ce que j'ai une erreur au niveau ici des whitelistés? Est-ce que l'utilisateur n'est pas whitelisté? Si c'est le cas, je vais pouvoir afficher une alerte avec un status error, margin top allez est égal à 1 rem, une alerte icon, et ensuite you are not eligible to an airdrop. En fait, je peux marquer ici ce qu'on a dans le Merkle error, tout simplement.
Voilà. Mais si je n'ai pas d'erreur ici, ben je vais pouvoir faire tout plein d'autres choses, hein, vraiment le centre ici de mon application. Allez, on va mettre un OK pour le moment. Donc on va voir un peu ce qu'il se passe. Donc je vais connecter ici le portefeuille. Alors attention, si je me connecte avec l'adresse 13, elle n'est pas whitelistée, donc je devrais avoir normalement l'erreur. Yes. Par contre, si je me connecte ici avec l'adresse... Alors, soit l'adresse 0, soit l'adresse 1. Donc, il faut juste que je vois laquelle c'est. 0xf39, c'est la 0. Normalement, celle-ci, hein. Voilà, donc celle-ci, elle est whitelistée. Yes, et puis là, on a bien le OK qui s'affiche, donc on peut continuer. Donc, en fait, hein, à partir de là, je vais pouvoir mettre un button. Au clic sur ce bouton, ben, l'utilisateur va claim son airdrop, get airdrop. Oups, get airdrop, voilà. Margin top, encore une fois, est égal à 1 rem. Et puis ici, à un moment, on va pouvoir, allez, on va mettre mint pour le moment, hein, et on va juste devoir créer ici la fonction getAirdrop. Et pour cela, on va passer par tout ce qui est ici writeContract. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est un const data hash. Donc, je vais vouloir faire une transaction. Donc vraiment, je vais faire une transaction pour faire un mint. Ça va changer des données dans la blockchain, donc il faut faire une transaction. Donc je vais vouloir des fois, pourquoi pas, récupérer le hash de cette transaction. Est-ce qu'il y a une erreur? Airdrop error is pending. Est-ce que la transaction est en train d'être exécutée, hein? Est-ce qu'elle est en train d'être vraiment intégrée à des blocs? Write contract, ça on verra un peu plus tard, est égal à use write contract. Donc le use write contract, ça vient de WAGMI. Et ça me permettra ici vraiment de faire une transaction, d'écrire vraiment ici dans un contrat intelligent. Donc ensuite, je peux faire ma fonction const get airdrop est égal à A5. Et là, regardez, je vais pouvoir reprendre le write contract et écrire dans le contrat intelligent. Donc qu'est-ce que je vais écrire au niveau de mon contrat intelligent? Je dois renseigner, ça ressemble beaucoup au read, hein. Je vais renseigner l'adresse du contrat intelligent ici, l'ABI du contrat intelligent, mais aussi le nom de la fonction que je vais appeler, c'est mint, et ensuite aussi quelle est l'adresse qui va venir déclencher cette fonction, c'est adresse, et au niveau des arguments, j'ai besoin de l'adresse qui va réceptionner ici les tokens et de la Merkle proof qui est dans le state. Donc en fait, vraiment le use effect m'a permis aussi d'avoir directement ici la Merkle proof. Donc ça c'est bien pratique et du coup ça facilite grandement ici ma fonction d'écriture. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire l'attente ici, je vais attendre que la transaction se termine et je vais récupérer des données en attendant que la transaction se termine. Donc const is loading, que je vais renommer en is confirming plutôt, et is success, que je vais renommer en is, alors attention, voilà, que je vais renommer en is confirmed, voilà, est égal à use wait for transaction receipt. Et là, vous devez indiquer justement le hash de la transaction, hein. En fait, ça correspond au point wait au niveau de ethers. Donc là, on attend en gros que la transaction soit terminée. Et en attendant, on peut récupérer est-ce que la transaction est en train d'être intégrée à des blocs. Ici, est-ce que ça a été un succès? Donc, est-ce que la transaction est vraiment terminée? Etc. etc. Et par exemple, ce que l'on pourrait faire ici, c'est que si la transaction est terminée, on va nouveau récupérer le total supply. Donc, on va nouveau déclencher ici la fonction refetch total supply. Donc là, je vais faire par exemple un use effect. Et si isConfirmed ici change, je regarde si isConfirmed est à true. Et si c'est le cas, je refais
un refetch du total supply. OK? Donc on peut faire ça. Et maintenant, hein, tout ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est des petits affichages ici. Donc attention, get airdrop. Alors je l'ai mal nommé ici, visiblement. Get airdrop. Voilà, on n'a plus l'erreur qui est là. Et là, je vais afficher les différents messages d'erreur. Alors si à un moment j'ai un H ici. Voilà. Si à un moment j'ai un H ici, bah, je vais indiquer par exemple le H de la transaction, c'est qu'une transaction est en train d'être réalisée. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. Là, je peux mettre encore une fois le alert, par exemple, et je vais mettre là-dedans le H of the airdrop transaction est égal ici à H. Voilà. Si c'est en train d'être confirmé, donc on est sur du is confirming. Donc en gros que la transaction est en train d'être vraiment inclue dans un bloc et que ça va passer, hein, c'est bon, ça va passer. Ce que je peux faire du coup, alors je vais copier-coller ça. Si c'est en mode is confirming, alors je vais mettre par exemple, alors attention, je vais mettre un success ici, pas un error. Ici pareil, ce sera un success, ça ne sera pas une erreur. Et là, je vais mettre, par exemple, waiting for confirmation. Alors, puisqu'on va être sur la blockchain locale Ardhat et que c'est instantané, on ne verra pas trop ces éléments. Mais vous verrez, hein, si vous déployez sur Sepolia, vous verrez tout à fait ces éléments parce que ça prend 12 secondes globalement pour intégrer une transaction. Bah, si à un moment aussi la transaction est confirmée, is confirmed, donc là, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement au succès de la transaction. Si la transaction est un succès, on lui dit par exemple ici, check your wallet, you have received 2 BBK. Et enfin, si ici j'ai une erreur, airdrop error, au niveau de la transaction, il faut aussi que je gère ça. Donc là, on va copier-coller ça. Et si j'ai une erreur au niveau de ma transaction, alors là, ça sera un statut error, comme ça le message sera en rouge, et je vais afficher par exemple l'erreur, error, et là, airdrop error as base error. Alors attention, c'est dans des accolades, voilà, as base error, point short message, ou airdrop error point message. Alors pardon, là c'est plutôt dans des parenthèses et pas des accolades. Et on vient de terminer ici vraiment ce que l'on avait fait. Alors là pareil, c'est là des accolades, voilà, je vais y arriver. Et là on vient de terminer vraiment en fait notre script, ça m'a l'air bon. Ce que l'on pourrait rajouter, c'est par exemple au niveau du bouton de mint, si c'est en train ici d'être airdroppé, on peut mettre minting, allez. Et si c'est pas en train d'être airdroppé, c'est qu'il faut cliquer sur le bouton, donc on met mint, par exemple. Tout à fait possible aussi de faire cela. Donc c'est parti, on va venir tester ici notre application. Je vais cliquer sur mint. Alors juste un truc avant, sur le compte sur lequel vous êtes connecté, vous allez juste aller sur paramètres, paramètres avancés, effacer les données de l'onglet activité. Parce qu'en fait, si vous relancez la blockchain locale, ça ne met pas à jour le nonce, donc vous risquez d'avoir des erreurs. Donc si vous avez des erreurs, ça vient de là. Bien sûr, sur des blockchains comme Sepolia ou le mainnet, il n'y a pas besoin de faire ça. Ok, c'est juste parce qu'on est en local. Donc je vais essayer de minter. Ah, c'est déjà pas mal, on n'a pas d'erreur pour le moment. Et j'ai bien réussi ici, on a le hash de la transaction. Alors bien sûr, c'est instantané sur une blockchain locale. Mais sur une blockchain comme Sepolia, on aurait vu les autres informations, comme ici par exemple, waiting for confirmation. Voilà, on aurait eu le waiting for confirmation, le temps que la transaction soit intégrée au bloc. Et du coup, écoutez, c'est parfait. On va pouvoir ici se connecter, pourquoi pas, avec une autre adresse, connecter le portefeuille. On se connecte avec une autre adresse qui n'est pas whitelistée, la pauvre. Voilà, la 13e.
Donc ici, on voit toujours hein, le bon montant de airdrop qui a été donné, 2 BBK. Par contre, il ne peut pas ici faire le airdrop hein, puisqu'il n'est pas whitelisté. Et aussi, quelque chose qu'il faut vérifier, c'est que si on se connecte ici avec l'adresse hein, avec laquelle on vient de faire le airdrop, alors du coup, pas la 13, mais celle d'avant, celle-ci, puisqu'elle a déjà eu un airdrop, elle ne pourra pas en avoir un deuxième. Donc ici, si j'essaye de nouveau de minter, voilà. On a en effet l'erreur, tokens already minted, hein, c'est parfait. On a bien réussi ici à créer cette application. Et c'est tout pour cette formation, hein. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.